retour, monsieur. Merci. Foutez le camp! Vous avez rien à foutre ici! Rien à foutre! La terre c'est fait pour nourrir les gens! Pas pour la contaminer! Allez, on revient, mais c'est Je comprends un peu ce qu'il ressent. Ça, c'est la voix d'un homme convaincu. Cet homme a souffert. Faites que des dangereux criminels! Ouais. Bon, on est tous plus ou moins un peu français, quoi. Bonjour. Attention! Grenade! Grenade! Ouais, gare à toi, fais gaffe! Putain! Ce que vous venez de voir, c'est seulement 1 minute et 42 secondes de ce qui s'est passé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2018, à 20 km au-dessus de Nantes. Emmanuel Macron était déjà notre président. Et même si nous avons connu bien des gouvernements successifs, les grenades pleuvent encore au milieu des familles, des paysans du cru, des opposants, des militants et des zadistes. La France est certainement le pays de l'Union européenne qui a le plus grand arsenal, la plus grande variété d'armes pour faire du maintien de l'ordre. La France est le seul pays de l'Union européenne à utiliser des grenades explosives en manifestation. Mais la France n'est pas le seul pays à réprimer violemment les militants pour le climat, les personnes qui essayent de protéger un petit morceau de terre contre des projets destructeurs. Je vais vous proposer les mots de Michel Forst, le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme et les défenseurs de l'environnement. On voit des ministres, parfois des premiers ministres en exercice, utiliser des mots très forts pour qualifier les militants de l'environnement. On entend des mots comme écoterroriste, on l'a vu en France, mais également de la part du ministre de l'Intérieur, mais également à l'étranger, en Autriche, en Allemagne. Éco-zélote, on utilise des mots comme Khmer vert ou taliban vert. Et pour les personnes qui ont connu les Khmers ou les talibans, qui connaissent les talibans, on voit le grand écart qui peut exister entre ces militants non violents par nature et la qualification qui leur est apportée. À l'heure actuelle, sur le plan européen, on voit les États utiliser, par exemple, la bataille, l'arsenal de législation antiterroriste pour viser directement les militants du climat. Quel enfer! Pourquoi ils font ça? Arrêtez! Mais arrêtez! C'est débile, putain! C'est débile! Arrêtez ça! C'est débile, putain! C'est débile! Mais arrête! Putain, les coups de matraque! Merde! Qu'est-ce que tu fais là? Là, arrête ça! Arrête ça! Arrête! Arrête ça! Pourquoi tu Pourquoi la violence, quoi? Putain, ils amènent les blindés maintenant! Il n'y a pas de violence policière. Parce qu'en disant violence policière, vous mettez en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'État pour utiliser la force afin de protéger les biens et les personnes. Il se peut, bien évidemment, qu'il y ait des policiers et des gendarmes qui ont un usage disproportionné de leur force, qui ne respectent pas, ça peut arriver, le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie, et ils sont évidemment sanctionnés. Et évidemment, si vous me parlez de policiers ou de gendarmes qui ne respectent pas les ordres
qui utilisent de façon disproportionnée la force qui est mise à leur disposition ou qui ne respectent pas la déontologie, bien évidemment que je condamne ces actes individuels. Ils salissent l'uniforme de la République. Ils, évidemment, méritent d'être sanctionnés. Vous avez déjà évoqué au début de cet entretien le fait que les États étaient inquiets par ces nouvelles formes de contestation de l'ordre établi. Au même moment, il y avait des manifestations d'agriculteurs un peu partout en Europe. Et il semblait là justement que les autorités avaient eu peur de cette réaction du monde agricole européen. Et par rapport aux jeunes qui justement se luttaient pour le climat, il semblait avoir un deux poids deux mesures. C'est quelque chose que vous avez constaté aussi? Ah, ça c'est tout à fait évident, et pas seulement en France. Les manifestations d'agriculteurs, on les a vues en Allemagne, on les a vues à Bruxelles également, la capitale européenne. Et c'est vrai qu'il y a deux manières de réagir. Donc, quand ce sont les agriculteurs qui se battent pour une cause légitime que personne ne conteste, là, on n'a pas de répression policière, il n'y a pas de traduction en justice. Voilà, une espèce de bienveillance assumée par les autorités françaises et ailleurs, alors que pour les jeunes militants du climat qui utilisent des formes non violentes, encore une fois, de militantisme, la répression est extrêmement violente et pas du tout à la hauteur de l'événement. S'il vous plaît, Michel, ne soyez pas si catégorique. Il y a bien des manifestations d'agriculteurs qui sont réprimés dans les lacrymos et les coups de matraque. Tandis que les militants pour le climat se battent aussi pour protéger des terres arables, ces bocages fertiles qui devraient servir à nourrir les gens, plutôt qu'à être bétonnés sans bonne raison, si ce n'est la raison du profit, l'avidité de certains, au détriment de toutes et tous. Et on est frappé de voir que dans le monde entier, en Europe singulièrement, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne, on a des premiers ministres, des ministres d'environnement, des ministres de l'Intérieur qui utilisent des mots comme éco-taliban, éco-terroriste, Khmer vert, etc., sans penser au fond que cette terminologie non seulement disqualifie les défenseurs eux-mêmes, mais disqualifie la cause pour laquelle ils s'engagent. En fait, franchement, un ministre qui dit qu'une personne qui bloque la route pendant une demi-heure, c'est un éco-terroriste, oublie ce qu'est vraiment un terroriste. Donc, il y a un abus de langage qui ensuite se traduit par le fait que beaucoup de médias, à l'heure actuelle, pas stigmatiser les médias, mais il y a un chapitre consacré aux médias qui montre qu'au lieu de couvrir l'intégralité de l'événement, ne couvre que la partie superficielle. On montre les militants qui bloquent une route, on montre la réaction des chauffeurs qui violemment dégagent la route des militants, mais on n'explique pas les raisons pour lesquelles les militants ont choisi cette forme. Et donc ce manque de pédagogie, ce manque de décryptage de la part des médias joue un rôle sur la perception de la population qui parfois perçoit de manière assez négative ces jeunes militants on les perçoit comme violents, comme terroristes, comme agités du bocal, alors qu'en fait ce sont des jeunes qui en fait utilisent des formes non conventionnelles. Et si on va un peu plus loin, on voit que à partir de là, eh bien, les politiques publiques se développent, on voit de nouvelles législations se mettre en place. Emmanuel Macron avec son ministre de l'Éducation, vous avez vu en direct hier à quel point la visite était chahutée. Là, il est vraiment attendu par beaucoup plus de monde qu'hier. Adrien Aco vient encore d'éviter une pomme de terre. Ils sont extrêmement remontés. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est, vous avez évidemment, on en a parlé ensemble sur les casseroles. Vous savez, pendant que le président de la République faisait son allocution, il y avait ce qu'on appelle des casserolades. Hier, le président a fait une nouvelle petite phrase en disant que les casseroles ne faisaient pas avancer le pays, en faisant une blague sur le fait qu'il puisse éventuellement relancer l'industrie des casseroles. Et bien ce qui est intéressant, c'est que quand on est arrivé, encore un œuf qui est passé juste à côté, quand on est arrivé tout à l'heure, on a vu les gendarmes ouvrir les sacs et dire que les casseroles étaient interdites dans le virage. Alors vous attendez, il y a des casseroles qui sont passées. Toutes les casseroles n'ont pas été interdites, mais les casseroles sont bel et bien interdites dans le village, comme vous le montre ce court extrait de reportage. Casseroles. Oui, deux casseroles. Il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi voilà, enlever les casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison préfectorale. Sur un préfectoral, est-ce que je pourrais lire un document, s'il vous plaît, un arrêt? Madame, la casserole. Non, je vous ai demandé un papier. Donc... Ben on a l'arrêté préfectoral. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît. Vous allez le lire, vous mettez-vous là. Et à quel moment on n'a pas le droit de prendre une casserole, en fait? Putain, mais c'est dingue, quoi. On la pose là, mais on va aller en chercher. Je ne laisse pas mon sopalin, ni ma boîte de conserve. Oh, va te faire foutre, ils nous prennent tout, n'importe quoi. Non, mais la boîte de conserve, tu peux la prendre, c'est pas interdit. Non, si, vous prenez pas la boîte de conserve non plus. Comment? Allez-y, madame, posez la boîte. Ne cherchez pas. Allez. Bonne journée. Ok, mouton et on y va. C'est l'aberration complète, tout le fric qui est foutu pour ça.
S'il était tranquille, je pense qu'on ne prendrait pas autant de précautions. On peut pas poser les gamelles, c'est ça? On peut pas prendre les gamelles? Les casseroles, par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole. Alors nous nous sommes procuré l'arrêté préfectoral en question, c'est important. Le mot de casserole n'est pas écrit noir sur blanc, il parle d'un dispositif sonore. Donc on ne peut pas dire que l'arrêté préfectoral interdit les casseroles ici pour la visite du président. En revanche, j'ai entendu de mes oreilles un gendarme appeler son chef en disant « c'est bon, on a bien retiré toutes les casseroles des sacs pour les empêcher donc de les utiliser ». Manifestement c'est un échec, vous le voyez sur ces images. Les manifestants sont très nombreux, je ne sais pas combien, mais je dirais peut-être un millier. Et ils ont, vous l'entendez, des casseroles. Il y avait des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer les institutions. Une semaine après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline, le premier flic de France défend son action dans les colonnes du Journal du Dimanche avec un mot d'ordre, la fermeté. Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs. Les casseurs deviendraient les agressés, les policiers les agresseurs. Je redis mon total soutien et mon admiration aux policiers et gendarmes. Un soutien inconditionnel aux forces de l'ordre alors que l'ONU et le Conseil de l'Europe ont émis des inquiétudes concernant les méthodes employées pour maintenir l'ordre en France. Le ministre rappelle que 38 enquêtes internes ont été déclenchées depuis le début du mouvement social pour usage disproportionné de la force. Concernant les accusations d'obstruction des secours à Sainte-Soline, il récuse les informations. J'ai reçu plusieurs plaintes qui me montraient qu'il y avait certainement attention à apporter à la manière dont la répression policière s'exerçait à l'encontre des militants du climat. Et je suis allé effectivement dans le Tarn rencontrer ce qu'on appelle les écureuils, donc ces jeunes militants qui sont depuis maintenant près d'un mois dans les arbres pour protester contre l'abattage d'arbres qu'ils jugent illégaux. Je ne me prononce pas sur l'autoroute en lui-même, c'est pas mon problème, mais sur la répression à laquelle ils font face. Et effectivement, j'ai constaté, j'ai vu des vidéos, des images que voilà, ils sont toujours à l'heure actuelle visés par une privation de nourriture, une privation d'accès à l'eau potable. Ils ont été victimes de méthodes brutales de la part de la police qui les empêchaient de dormir. Donc tout ça, c'est une violation claire de l'article 3 de la Convention européenne. Et donc j'ai fait appel aux autorités françaises en disant que peut-être il y a une autre manière de regarder le problème plutôt que de réprimer aussi violemment. J'ai rencontré également, comme c'est la règle, le préfet du Tarn pour en parler avec lui, pour écouter ce qu'il m'a dit. Voilà, et à la suite de quoi j'ai décidé qu'il était temps maintenant de rendre le dossier public. J'ai fait un communiqué qui a eu beaucoup de relais dans les médias. La Cour européenne a également été saisie du dossier. J'attends maintenant une réaction des part des autorités françaises. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, j'ai reçu ce matin un message des écureuils qui sont privés de nourriture depuis maintenant plusieurs jours et qui sont en train non pas de mourir de faim, en tout cas d'être privés de nourriture, ce qui est une violation grave par la France de droits fondamentaux. Oui, c'est ça, parce que dans ce rapport de mission, vous avez appelé à des mesures urgentes de la part des autorités françaises pour protéger ces défenseurs. Et quelle a été la réaction des autorités françaises? Elles vous ont répondu? Vous avez eu un contact? Alors j'ai eu effectivement un long contact, 1 heure et demie de discussion avec le préfet du Tarn. Il y avait également le colonel de gendarmerie qui était là, qui dirige les opérations de maintien de l'ordre. On s'est expliqué. Le préfet m'a dit qu'il privait de nourriture les militants pour les faire descendre de l'arbre. Donc on les fait mourir de faim pour qu'ils décident de descendre et ensuite arrêter et traduire en justice. Donc on ne respecte pas le droit de liberté, la liberté de manifestation. Ce que m'a dit le colonel de gendarmerie, c'est qu'après avoir vu la vidéo dans laquelle les CRS illuminaient la nuit de lumière stroboscopique les militants pour les empêcher de dormir, il m'a dit qu'après avoir vu la vidéo, il a demandé à ses gendarmes de ne plus utiliser cette méthode violente. Donc on voit que ça a un certain effet. Malheureusement, dans la lettre que la France a adressée à la Cour européenne, il y a un gros mensonge, je le dis clairement, un gros mensonge des autorités françaises qui ne disent pas la vérité à la Cour européenne, ce qui pour moi est assez grave. En fait, c'est pour moi peut-être une obstruction au travail de la Cour européenne sur laquelle la France devra répondre. Mauvaise nouvelle, Michel. Les forces de l'ordre continuent à utiliser des lampes pour empêcher les écureuils de dormir. Ils continuent à faire des bruits d'animaux ou d'autres sons insupportables. Et ils sont aidés en cela par les grandes entreprises qui sont impliquées dans ces projets, avec des vigiles armés de mortiers. Ou alors ces gros spots
montés sur des groupes électrogènes, qui permettent de bien illuminer les lieux où les sièges sont menés. Avec ça, la privation de sommeil est assurée. Ça c'est des bidons marqués alcaline dessus, je sais pas ce que c'est. Que les vigiles avaient posé au pied de l'arbre et que les keufs viennent de récupérer. Ils ont vérifié ce que c'était dedans. Vu qu'ils m'en parlent, vu comment ils en parlent, ça a l'air d'être vraiment un truc inflammable. Donc là les vigiles ils viennent de choper une camarade sur le terrain privé et ils l'ont ramené ici. Là, c'est la personne en rouge et blanc. Et toi il y a les deux vigiles de merde. Est-ce que vous allez bien les écureuils? On vous aime! Regarde, tu es là! Et on vous aime! Là-haut! Vous êtes là-haut et dans nos cœurs! Si beau! Là-haut! Mais je suis pas belliqueux ni rien, mais c'est vraiment, en tant que citoyen, moi ça me outre que dans la patrie qui se disait des droits de l'homme, on puisse pas apporter de la nourriture et de l'eau, même des serviettes hygiéniques. Je sais pas si vous avez une sœur ou une mère ou un frère ou une amoureuse. Oui, c'est bon. C'est bon, mais il nous en a fallu tellement de temps, tu comprends. On en est au bout de 17 jours, ça suffit. Très bien, est-ce que je peux juste y reviens C'est vrai que vous me l'avez demandé, moi je le reconnais. Allez, s'il vous plaît, monsieur. Je vous respecte. Mais moi aussi, c'est très bien. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Très bien. Tu veux une main? Mais ce n'est qu'une des manières de torturer et de réprimer les opposants. Quand on est en haut d'un arbre, on peut entendre les vibrations des chantiers jusqu'à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Alors imaginez ce que vous ressentez quand des machines de plusieurs dizaines de tonnes s'attaquent au tronc de votre arbre, à ses branches, à ses racines. Quand des ouvriers viennent tronçonner sous vos pieds alors que vous n'avez pas de baudrier. Quand des gendarmes vont utiliser tellement de techniques de guerre psychologique pour essayer de vous faire lâcher prise. Puis ils vont se mettre eux aussi à utiliser des tronçonneuses sous vos pieds. C'est de la torture, c'est de la barbarie, c'est de la mise en danger gratuite. Ils en sont réduits à utiliser ça. Des méthodes aussi dégueulasses, aussi atroces, aussi horribles. Est-ce que vous êtes choqués? Je pensais avoir vu à Notre-Dame-des-Landes, à Sainte-Soline, dans des manifestations contre la réforme des retraites. La plupart des 51 nuances de violence et de barbarie. Mais en fait, non. Ils en inventent toujours de nouvelles. Est-ce qu'on va longtemps continuer à laisser faire ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que vivre ça est horrible. Vivre ça est traumatisant. Vivre ça alors qu'on est catégorisé comme dangereux criminel est insultant. J'espère que vous n'aurez pas à vivre cela. Mais si vous regardez cette vidéo, vous allez voir et entendre la douleur, la peur, la terreur et l'horreur.
de ce que certaines grandes fortunes, de ce que le monde de l'argent, du béton, du bitume, du gasoil, du pétrole, ce que le pire de monde a à proposer pour mener à bien de grands projets qui datent du siècle dernier, qui sont perclus de conflits d'intérêts, d'études tronquées, d'arguments mensongers, de manipulation et de corruption. C'est la réalité. C'est la nôtre. Et c'est la réalité dans bien des pays, sur tous les continents. Des gens se dressent et se lèvent pour essayer de défendre des petits bouts de terre, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais c'est une lutte qui est globale. C'est l'une des luttes les plus importantes qu'on ait à mener, parce qu'on n'a qu'une seule maison, et c'est notre terre. Écoutez-nous! Écoutez-nous! Mais arrêtez de faire les fous, écoutez-nous! Ceux qui nous regardent et qui, justement, on a parlé des récits médiatiques, peuvent se dire, oui, mais attendez, la violence est inacceptable. Et justement, c'est le cœur de la discussion. C'est-à-dire que il y a une grande confusion dans le débat public entre la notion de désobéissance civile, donc dites-nous ce que c'est, et la question des violences. Vous expliquez, finalement, dites-nous la définition de la désobéissance civile. Finalement, on peut s'en prendre à, oui, on peut s'en prendre à des biens, oui, on peut ne pas respecter la loi, et c'est pour autant, voilà, s'inscrire dans un cadre démocratique. C'est peut-être une idée que des gens ont du mal à comprendre. Donc, expliquez-nous vraiment de quoi on parle quand on parle de désobéissance civile et de ce que vous défendez, et puis quelle est la ligne, finalement, qui pour vous devient, voilà, problématique et violente. Oui, tout à fait. Donc, on a aux Nations Unies, en tout cas dans le mandat que j'occupe, et c'était le cas par le passé, une appréhension claire de ce qu'est la désobéissance civile. Ça répond en fait à 4 critères. En fait, hein. C'est une décision par des militants ou un groupe de militants de délibérément transgresser la loi, une loi n'importe laquelle. Deuxième élément, de le faire publiquement, pas dans son arrière-cour, pour montrer effectivement que c'est un geste public destiné à attirer l'attention sur une politique publique, une loi qui est manifestement injuste. Troisième critère. Quatrième critère, de le faire sans violence. Et la violence, elle est clairement définie aux Nations Unies comme étant la violence contre les personnes. Les scènes que vous allez voir dans ce document sont des scènes très récentes. Ce sont des blessures ouvertes qui mettront du temps à guérir. Et ces scènes se reproduisent et continueront à se reproduire si nous n'agissons pas. C'est un devoir citoyen. C'est notre droit. C'est la nature humaine qui veut ça. C'est la solidarité. C'est la conscience. C'est la raison. C'est le bon sens. C'est légitime. C'est juste. C'est humain. Donc là, j'ai commencé à filmer il y a 2 minutes et ils viennent de mettre ça pour pas que je puisse filmer ce qu'ils sont en train de faire. Je crois qu'il y a encore une camarade dans l'arbre. Je comprends pas quelle est la situation là. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont tombées. Mais on voit également des États décider d'adopter des législations spécifiques pour viser plus particulièrement ces militants environnementaux et ces militants du climat. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne à l'heure actuelle. Et on voit que le développement de ces lois, qui pour moi sont liberticides, a également un impact sur la manière dont la population perçoit ces jeunes militants du climat. Et donc ces lois se développent à l'heure actuelle de manière assez rapide. Comment on peut pas être énervé face à ça? C'est improbable. Tu fais quoi? Tu fais quoi?
fais quoi, gros con? Mais... Arrête! Arrête! Quel con! Arrêtez-le! Non mais prison, enfin... Arrêtez-le! Et face à cette répression, ne rien faire, c'est tolérer l'intolérable. C'est accepter l'inacceptable. On s'y refuse. On vaut mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Les générations futures valent mieux que ça. Et donc législation nouvelle, ensuite des pratiques de la police qui sont également un peu inédites. On voit la police allemande utiliser des formes extrêmement douloureuses de répression, qui sont de la torture, copiées par d'autres polices. On connaît la police en France, à quel point elle est brutale. Et puis on voit alors après les jeunes passer en jugement et être condamnés à des peines extrêmement sévères. Donc 27 mois de prison ferme en Grande-Bretagne pour avoir bloqué un pont, 6 mois de prison ferme pour avoir... dans une marche lente de 30 minutes, bloquer un accès à une route. Ces peines de prison sont effectivement extrêmement dissuasives pour les jeunes militants qui en fait, hésitent de nouveau à s'engager dans des actions de protestation. Et donc c'est vraiment la liberté de manifestation qui est en jeu. On a des témoignages également d'arrestations arbitraires, préventives, parfois jusqu'à 30 jours en Allemagne, dans le Bade-Württemberg et en Bavière. On voit également au Portugal, également au Danemark, des fouilles à nu. J'ai un témoignage très, très frappant de jeunes femmes qui ont été arrêtées en même temps que leurs collègues masculins. Les femmes sont emmenées dans une pièce. Le policier masculin leur demande de se dévêtir complètement et de se pencher en avant. Donc voilà, on voit à quel point c'est la brutalité, la violence policière qui se pratique. Et les jugements, en fait, malheureusement, suivent. Donc on a à l'heure actuelle donc, toute une flopée de jugements en Europe qui, j'espère, iront jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'un jour, on a un arrêt pilote peut-être. Toute cette répression et ces réactions que vous dites disproportionnées par rapport à ces mouvements de défenseurs des droits de l'homme semblent paradoxaux parce qu'en plus on est dans une triple crise, comme vous l'expliquez dans le rapport, une crise de la pollution, de la perte de la biodiversité, le changement climatique. Et malgré tout, malgré cette crise, eh bien, on voit les États qui surréagissent par rapport à ces mouvements. Voilà, tout à fait. Donc là, il y a c'est œuvre de pédagogie à faire. C'est la raison de ce rapport aux Nations Unies. Donc je parle aux États, aux Nations Unies, par le biais des ambassadeurs. Je me déplace dans les capitales pour expliquer également, avec l'idée que peut-être il faut entendre les choses différemment, les regarder différemment, avec l'espoir que peut-être avoir un outil qui permette de guider d'abord l'Union européenne, puis ensuite d'autres États sur d'autres méthodes de réaction à ces nouvelles formes de mobilisation. C'est quelque chose sur lequel il convient de réfléchir. Et j'attends également beaucoup des médias de décryptage qui à l'heure actuelle font beaucoup, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France également. On a des médias qui effectivement prennent le temps d'expliquer, font de la pédagogie, du décryptage pour expliquer aux politiques et également à la population ce dont il s'agit et s'arrêter non pas au fait lui-même, mais essayer d'avoir une considération un peu plus large de l'événement. On doit faire l'effort de faire entendre nos voix. Et d'exiger et d'appliquer des mesures pour protéger notre terre, pour protéger notre avenir, pour protéger la vie, et même pour protéger le temps lui-même. Arrête-toi! Assassin! Arrête-toi! Mais arrêtez-le, putain! Il va tuer quelqu'un! Arrêtez-le, putain! Tu lui as dit! Réfléchis-lui! Réfléchis-lui encore une fois! Arrête! 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 Mais c'est n'importe... Putain.
Je parle d'un préfet qui mobilise des forces de police pour déloger des personnes qui occupent un bois protégé à haute intensité écologique et pour lequel il n'avait aucune autorisation qui lui avait été donnée pour déloger ces personnes. Alors, est-ce que moi, je condamne les violences de toutes sortes. Donc, est-ce que, comme moi, vous condamnez la violence d'un préfet qui intervient sans avoir d'acte légal pour le faire? Pas les faits dont vous parlez, mais la description, la description que vous en faites, hein, comme je ne me prononce pas, mais la description que vous en faites me semble confondre une éventuelle, je n'en sais rien, action illégale d'un représentant de l'État, la supposée avérée, j'en sais rien, je ne connais pas le sujet, à des violences policières. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est la mobilisation de forces de police qui l'ont été sans avoir d'acte légal de la part d'un préfet de la République. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'un préfet puisse mobiliser les forces de police sans avoir l'autorisation légale de le faire? Puisque vous condamnez les violences. Non, mais vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain. Ben, je vous ai posé une question, donc vous me répondez que vous ne me répondrez pas. Bon, donc là, vous me parlez de faits plus récents. Je suis ce dossier, mais pas comme vous au millimètre. Et ce que je vois surtout, c'est des violences très graves qui sont perpétrées, y compris contre des ouvriers, des chantiers ou des gens sur place. Et quant aux ZAD, par contre, il a été évoqué d'une ZAD, sachez que, et là je revendique devant vous, quand j'étais Premier ministre, j'avais donné des instructions extrêmement fermes au préfet pour que des ZAD ne se constituent pas. Et donc les préfets en question intervenaient dans un cadre parfaitement légal que vous leur aviez fixé. Mais il y a les tyrans. En fait, ce que j'essaie de décrire dans le rapport, c'est d'abord une espèce de chaîne de logique implacable qui va vers la répression des militants, en fait. Cette parole publique qui stigmatise les militants, elle est immédiatement ou rapidement suivie de mesures législatives ou réglementaires en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, au Portugal. Et donc, on a un arsenal de mesures nouvelles, de législations nouvelles, de décrets parfois locaux qui viennent en fait amplifier la menace qui pèse sur les militants du climat. Et ensuite, il est normal, on va dire, que dans ces pays-là, la police, en fait, se comporte mal, puisqu'en fait, elle a affaire à de dangereux criminels, et donc elle les arrête, elle les maltraite. Donc la police joue un rôle également, on le montre dans le rapport. Lorsqu'ils sont incarcérés dans les cellules de détention préventive, on voit également la violence policière s'exercer, donc avec des fouilles à nu, des récits en Espagne, au Portugal ou au Danemark de femmes qui me racontent qu'elles ont été séparées de leurs collègues masculins. Les femmes ont été obligées de se mettre nues devant des policiers hommes, de se baisser en avant pour montrer qu'elles n'avaient rien caché. Donc une humiliation en fait de la part des forces de l'ordre qui est inacceptable. Et ensuite, on arrive à la justice. Et donc là, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, la répression par le système judiciaire est telle que le juge ne prend pas le temps d'écouter réellement la parole des militants. Et ça va à un tel point que, par exemple, en Grande-Bretagne, un juge a condamné 2 fois un militant et son avocat pour avoir prononcé le mot climat. C'est-à-dire on ne laisse même pas aux militants l'occasion d'expliquer pourquoi ils ont décidé délibérément d'enfreindre la loi, d'affronter la justice pour une cause qu'ils estiment juste. Et donc le fait qu'un juge interdise à un militant, à son avocat, d'expliquer les raisons pour lesquelles c'est quelque chose qui semble impossible à imaginer dans une démocratie comme la Grande-Bretagne. Et ma crainte, c'est qu'effectivement, on voit ces méthodes policières, ces législations, ces décrets se copier de pays à pays, et on voit cette espèce de mouvement qui traverse l'Europe, de répression, qui pour moi montre un véritable péril pour la démocratie et les droits humains. C'est le titre du rapport. Les arbres abritent des écureuils déterminés à ne pas descendre de leur cabane. La société Atosca a décidé de porter plainte. Il est évident que notre première priorité, c'est la sécurité de tout le monde.
putain, mais tu vois bien! Tu vois bien! Mais fais-le, mais... Mais putain! Mais c'est quoi ce visage sans âme, sans émotion? Tu l'arrêtes! Tu l'arrêtes! Tu l'arrêtes! Tu l'arrêtes! Tu l'arrêtes maintenant! Tu l'écoutes! Tu l'écoutes! Putain! Il serait... Tu l'arrêtes! T'attends quoi? Tu l'arrêtes! Tu l'arrêtes! Tu l'arrêtes! Tu l'arrêtes! Maintenant! Tu l'arrêtes! Tu l'arrêtes! Tu l'arrêtes! Putain! Tu l'arrêtes! Tu l'arrêtes! Toi, tu l'engueules! Tu le fous en prison! Ouais. Putain! On était là, ils nous avaient pas vu. Tu l'arrêtes! Tu le vires! Tu le vires! Garde à vue! Ça mérite une garde à vue! Ça mérite un procès! Putain. Mais pourquoi ils ne descendent pas de sa pelle? On vous aime les écureuils! On vous aime! Putain, c'est abusé. C'est abusé. Il a fallu en... Mais t'as vu? Putain! Les branches des troncs! La branche en haut! Mais il nous a pas vu en fait. On a détalé tous les trois. Les gars, ça c'est qu'un % de ce qui vivent les écureuils. C'est qu'un %. Qu'un seul putain de %. Il n'existe pas de définition, même dans le code pénal, de violence contre les biens. Donc, et effectivement, pour moi, clairement, donc, quand un militant va, par exemple, couper un cadenas pour rentrer dans un champ pour faucher 10 mètres carrés de culture transgénique, c'est de la désobéissance civile. Il transgresse la loi, il n'y a pas de violence, il y a une atteinte au bien, certes, c'est une infraction à la loi qui peut être réprimée. Autre exemple, en fait, quand on va, dans le cas des méga-bassines, des militants vont pacifiquement démonter, donc désarmer, on emploie le terme de désarmer, une vanne. Sur notamment des soulèvements de la terre. Voilà, on désarme, on démonte on l'apporte à la préfecture pour protester. Ça n'est pas de la violence. Effectivement, c'est un geste qui est certainement illégal, mais qui n'est pas illégitime. C'est décrit souvent comme de la violence. Exactement, tout à fait. Et donc là, il y a une confusion qui règne sur cette notion de violence. Et un dernier point peut-être pour rappeler que le droit international des droits de l'homme protège la désobéissance civile. Donc les 4 critères que je viens d'énoncer sont protégés par le droit international et les États ont une obligation d'appliquer ce droit international. Mais pourtant, une grande partie d'entre eux sont d'ores et déjà aujourd'hui criminalisés.
Tout à fait. Et donc, l'une des inquiétudes que j'ai, et donc c'est pour ça que je voyage beaucoup dans les pays européens, c'est pour rappeler aux États qu'ils ont une obligation de respecter le droit international qui protège la liberté de manifestation et qui protège aussi la désobéissance civile, qui est une forme protégée de la liberté de manifester. Et malheureusement, les polices, le système judiciaire a du mal à comprendre l'argument et on applique la loi nationale sans s'interroger sur le fait qu'un État a une obligation internationale de respecter le droit international des droits de l'homme, qui est une obligation supérieure au droit national, et le droit national ne doit pas être inférieur au droit international. Putain, mais qu'il est con! Qu'il est con! On a peur pour nos copains, et nos copines, nos copains. On a vraiment peur. Mais arrête-toi! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non! Allez sur la plateforme! Arrêtez-le! Arrête! Putain, mais c'est n'importe quoi! C'est sur la plateforme, là. C'est pas un peu trop loin, là, la guerre psychologique, comme ça? Ça va pas un peu trop loin, quand même? On vous aime, les écureuils! Elle n'a pas de baudrier! Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Elle est déjà sécurisée, la plateforme! Dégagez! Sécurisez personne! Vous êtes juste à la pause de petit patron de merde! Cassez-vous! C'est vous qui nous mettez en danger! À ce jour, aucun policier, gendarme, vigile, ouvrier, dirigeant de société ou politique n'a été condamné pour ces actes de torture et de barbarie. Il y a bien des militants et des opposants qui sont poursuivis, condamnés ou en attente de procès pour leur implication pour notre avenir. Beaucoup ont été blessés, certains le sont encore. Nombreux, non. La plupart sont traumatisés. Des vies ont été brisées. À travers ces luttes, il y a déjà eu des morts et des suicides, imputables à la violence policière, implicables aux actes des miliciens, implicables à la pression juridique. Et pourtant, ces luttes continueront à être menées. C'est la nature humaine qui veut ça. Où est la justice à travers ça? Est-ce qu'on va essayer de réparer les torts qui ont été causés aux défenseurs du climat, aux défenseurs de l'environnement, aux gardiens de la paix, aux terres déjà détruites? Il faut y réfléchir.
Le noyer aussi, extrêmement cassant. On vous rappelle, elle la passe au baudrier, elle se sent en danger, et a raison. Non, je ne pense pas à mettre de matelas en dessous. Ce serait une bonne idée. On n'est pas équipé. Ah oui. Par contre, il y avait des senteurs pour la crémarre. Bon. Très bien, ok. On comprend. Vous savez, on a des matelas dans le sleeping. Au lieu de balancer du caca et du pipi dessus, vous pouvez les récupérer. Hein. Oui, c'est vrai. Oh! N'importe quoi. Tu l'entends? Dis ce que tu fais, c'est dangereux! T'as des oreilles? T'entends les cris de peur? Bah, y a que nous qui les entendons, les cris de peur ou quoi? Je sais pas, votre fille, votre sœur, votre mère qui crie de peur? Attendez. Merci, on peut rester là, très bien. Ça fait bouger la branche! Oui, laisse tomber! Enfin! Ça fait quand tu coupes des bras comme ça, tu dois l'attaquer en bas, tu fais une attaque, et ensuite tu prends en haut, et là ça va tomber sans faire trop de mouvement. Là il fait un coup net dans la branche, du coup elle va se couper, ça va finir. Et c'est ça qui va donner ses ordres. Oh, un papillon. Justement, pour se tourner un peu vers l'avenir, on voit que les tensions sont de plus en plus fortes, ou bien une société de plus en plus polarisée, justement sur ces questions climatiques. Est-ce que on est condamné à avoir cette opposition entre les autorités et les mouvements climatiques, et cette opposition parfois violente entre les deux? Ou d'après votre expérience, est-ce qu'un terrain de compromis est possible? Est-ce qu'une conciliation est possible? Alors, il devrait y avoir une conciliation, parce qu'elle est possible dans d'autres pays, comme en Norvège par exemple, donc le bon élève, le bon exemple, dans lequel les militants parlent au gouvernement parle au
militants. Et c'est frappant de voir que dans d'autres pays, la réponse, elle est d'abord une réponse violente, la répression avant le dialogue. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que derrière, il y a de gros enjeux économiques. Bien évidemment, on sait qu'en Grande-Bretagne, les compagnies pétrolières, en France également, des compagnies pétrolières, ne sont pas, sont un peu inquiètes du développement de ces actions de militantisme qui risquent de gagner la sympathie de l'opinion publique et donc mettre en péril les intérêts économiques. Et donc là, encore une fois, on voit non pas la collusion, en tout cas l'impact ou l'influence que jouent les grands groupes pétroliers en Europe sur la manière dont les États répriment ces manifestations destinées à lutter contre le changement climatique. Et donc la suite de votre mandat, c'est des recommandations pour les États pour éviter justement des nouvelles confrontations? Voilà, tout à fait. Donc l'idée, c'est d'apporter un outil qui permettra aux États de mieux comprendre ce qu'est la liberté de manifestation. Parce qu'en fait, encore une fois, donc, ce qu'on entend par désobéissance civile, c'est protégé par le droit international des droits de l'homme, en fait. C'est l'article 21 du pacte relatif aux droits civils et politiques. Et il y a clairement une interprétation qui a été faite par le comité des droits de l'homme qui dit très clairement, en fait, que la désobéissance civile, c'est-à-dire le fait de délibérément transgresser la loi pour protester contre une loi injuste ou une situation injuste, c'est couvert par la liberté de manifestation. Et donc les gouvernements n'entendent pas, ne voient pas que, ce faisant, ils contreviennent à une disposition du pacte relatif aux droits civils et politiques que tous ont ratifié et s'obligent en fait à respecter. Et donc il y a un travail de pédagogie à faire pour expliquer ce qu'est la désobéissance civile, ce qu'est le pacte, la liberté de manifestation et comment revenir en fait à un traitement plus calme, plus serein de la liberté de manifestation. Michel Forst, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et en prison, quoi! C'est de la torture. Au cas où c'est pas clair, vous assistez à la torture derrière vous. Au cas où c'est pas clair, de la torture. Vous avez entendu parler du rapport de Michel Forst de l'ONU à la crème arbre? Alors on vous a mal briefé. Des coups de tronçonneuse sur une fille qui est debout depuis 4 heures sur la même branche. Hein? C'est noble ça? C'est noble? C'est de la merde! Vous êtes des poutres! Vous faites rien! Vous l'entendez crier! Un feu! Elle est en danger! Vous faites rien! Vous êtes des poutres! Des grosses poutres! Putain! Vous êtes des hommes! Moi je trouve que vous êtes des poutres! Colonel, c'est entendu ça? Moi je pense que vous entendez les cris de la fille en haut! Vous entendez, vous les ignorez! C'est criminel! Putain! N'importe quoi. Bah ouais, y a aucun matelas. Y a aucun matelas. Bonjour à vous. Bonjour, ce matin. Poste poli. Moi,
c'est toute la situation que je traite de merde, et c'est tout le comportement des hommes. Monsieur, est-ce que c'est nous qui vous traitez de merde ou la situation? Qu'on soit d'accord. Vous le savez bien. Très bien, vous savez, c'est un outrage. Jusqu'à maintenant, quelle que soit la situation, ça s'est bien passé. Je souhaiterais, pardon. Est-ce que vous avez entendu parler du rapport de Michel Force de l'ONU? Est-ce que vous avez fait vos... Est-ce que c'est pas de la torture? Vous avez harangué en disant que vous êtes tous des merdes. Je suis venu voir si vous parliez de nous, de la situation, ce que vous venez de répéter. Si c'est la situation, donc, je n'ai pas de commentaire à faire. Si maintenant vous êtes en train de nous insulter, tout au moment, on sort plus dans la pédagogie et je souhaite qu'on reste dans la situation actuelle. C'est une situation de merde. À chaque fois, entre nous et vous. C'est une situation de merde. On n'est jamais rentré les esprits, d'accord? Oui, pardon. Votre appréciation sur la Je situation, reprenais mes termes pour les exprimer. qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pas la peine de faire monter la pression, les gars. Parce que c'est vrai, c'est comment ça se passe? Il fait du spectacle pour faire monter la pression, faut pas rentrer dans son jeu. Je vais juste partir. Ouais, stop. Zen, c'est bon. Laissez-moi préciser ce que je veux dire. Ce que je voulais dire, c'est que la situation est merdique, que vos hommes doivent obéir à des ordres. c'est vrai, les miens. Voilà, ce sont vos ordres. Malheureusement, vos ordres font que la situation est merdique et dangereuse. C'est un non-événement, il cache la merde. Peut-être Pour détourner l'attention de ce qui est en train de se passer là-bas. pas d'être traité de merde, vous comme moi. On fait comme vous. Ce que je souhaite, c'est qu'on soit bien certain des paroles que vous avez tenues. Vous avez été décidés. Est-ce que, attendez, avant ça, est-ce que vous avez parlé à vos hommes du rapport de Michel Force, qui était un rapporteur de l'ONU, qui est venu analyser ce qui se passait à la Cré-Marne, et qui en a conclu que les militants pacifistes étaient torturés? Est-ce que vous avez parlé de ça? Est-ce que des coups de tronçonneuse sur un tronc, sous une fille qui est debout depuis 4 heures, c'est pas de la torture? Est-ce que c'est pas de la torture? Pour moi, si, c'est de la torture. Monsieur Michel Forst, rapporteur de l'ONU. Michel Forst, rapporteur des droits de l'homme de l'ONU qui est allé à la Cré-Marne. Normal, quoi, c'est la vérité. Des personnes continuent à occuper des arbres pour essayer d'empêcher leur découpe. Ça se déroule sur le tracé de la LGV, entre Bordeaux et Toulouse. En Allemagne aussi, pour empêcher l'extension d'une usine Tesla. Ça se déroule aussi au Canada, contre un grand oléoduc et gazoduc. La défense du vivant, c'est partout. C'est sur tous les continents. La Terre est une zone à défendre. De nombreux militants sont en attente de procès. Vous pouvez les aider à se défendre, en leur passant un petit peu d'argent. Dans la description, vous avez des liens vers l'Instagram de la ZADA 69. Là-bas, vous avez des cagnottes pour combattre la répression juridique. Si vous le voulez aussi, vous pouvez me faire un don. Ça m'aiderait beaucoup. J'ai beaucoup perdu en matériel, et plus, à travers ces dernières années, on va dire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire après avoir vu ça? Peut-être l'avez-vous même vécu. Dans ce cas-là, je vous souhaite bien du soutien et je vous aime. Et même si vous ne l'avez pas vécu, je vous aime aussi. En tant qu'humain, à quoi ça vous fait penser? Est-ce que vous êtes indigné? Parce que nous sommes nombreux à l'être. Et maintenant, comment est-ce que vous vous sentez? J'espère que vous allez bien, mais il est normal de se sentir mal à l'aise après avoir eu ça. Parce que c'est encore pire de le vivre. Si vous partagez cette vidéo, je vous en remercie. Mais le plus important, c'est de dire
ce que vous pensez. Ça m'intéresse vraiment de voir vos réactions, de les lire. Alors si vous laissez un commentaire pour dire ce que vous ressentez vraiment, je vous en remercierai. Bella ciao. Sortir nos fusils là-haut, là-haut. Il faut lutter pour nos vies, mais d'abord il nous faut parler à ces gringos tantôt. Nos terres sont les plus fertiles, c'est l'eau.